Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Prochaines élections au Mali, le gouvernement annonce un calendrier. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance dénonce la méthode. Le grand dialogue pose le débat sur ce nouveau calendrier qui n'est pas suffisamment précis, qui a été annoncé par le Conseil des ministres, le gouvernement de la transition, disons. Et donc pour en débattre, nous avons trois invités sur ce plateau. Amari Traoré qui représente la CENI, Djigiba Keïta, secrétaire général du Parti pour la Renaissance nationale PARENA, et Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Le référendum au cours du deuxième trimestre 2021 et l'élection présidentielle et les législatives qui seront couplées pour le premier trimestre 2022. Alors, Monsieur Djigiba Keïta, que pensez-vous de ce calendrier qui a été annoncé par le gouvernement de la transition? Je vous remercie. J'avoue que nous avons été surpris parce qu'avant ce conseil, la classe politique avait rencontré le ministère de l'administration territoriale qui a dit non, c'est un projet, on attend vos réactions. 48 heures après, on apprend que c'est ce schéma que le gouvernement a dessiné. Nous en sommes surpris parce qu'on n'a pas été consultés. Vous ne voyez pas un calendrier, vous voyez un schéma? On peut même voir un calendrier, mais pour nous, on s'assoit pour se mettre d'accord. Vraiment, ce régime commence à nous habituer à nous mettre devant le fait accompli. C'est totalement inadmissible. Monsieur Traoré, êtes-vous aussi surpris? Oui, je suis du même avis que M. Keïta, parce que lors de la dernière réunion, pour le ministre, c'était des dates indicatives. Et qu'il sollicitait même la classe politique pour le chronogramme et même pour la fréquence. C'est-à-dire que quelle élection va venir avant quelle élection. Bon, s'il y a d'emblée un calendrier qui n'est pas consensuel, ça pose problème. Un calendrier qui n'est pas consensuel. Est-ce votre avis aussi, Dr Ibrahima Sango? Bien sûr, nous, à notre niveau, nous pensons déjà que ce calendrier est fantaisiste, parce que si on se réfère à l'organisation des élections, il faut avoir des listes électorales fiables. Or, pour tous ceux qui connaissent le paysage politique, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des listes électorales fiables à République du Mali, étant entendu que la révision ordinaire des listes du 1er octobre au 31 décembre n'a pas eu lieu. Donc, si on veut faire des élections en 2021, on va faire ça sur quelle base? Il n'y a pas un fichier électoral adapté pour faire des élections en 2021. Et ça veut dire que c'est un travail qui doit être fait en amont, avant qu'on aille aux élections. Il faut disposer d'un fichier électoral fiable et ça partit des listes électorales. Les commissions administratives n'ont pas travaillé pendant ce dernier trimestre 2020, donc on ne peut pas dire qu'on peut organiser des élections en 2021. Cela n'est pas possible techniquement. C'est pas possible d'organiser des élections en 2021, c'est ce que pense M. Sango. En 2021, non, c'est possible. Mais qu'il s'asseye, qu'on se mette d'accord sur le schéma. Parce que, effectivement, l'autre jour, le ministère nous a informé que la commission administrative a travaillé, mais nous avons fait une révision exceptionnelle des listes pour pouvoir être un peu dans les normes pour organiser des élections. C'est possible en 2021, mais qu'on s'asseye pour se mettre d'accord sur les chronogrammes. Ils sont venus trouver quand même de la matière qui est sur la table. On ne peut pas venir comme s'ils sont tombés du ciel et puis ils décrètent. Des occasions, on ne peut pas souffrir de cela, franchement. Impossible d'organiser des élections en 2021. Monsieur Djigiba Keïta n'est pas d'accord là-dessus. Quel est votre avis? Comme on peut organiser, mais comme on dit, il faut mettre la forme. Lors du dernier débat, j'avais parlé du problème de révision des listes électorales, parce que à cause de la grève des administrateurs, ce travail n'a pas pu être fait. Donc, pour ce faire, le ministre a la latitude de décréter une révision exceptionnelle pour qu'on puisse mettre à jour la liste électorale. Sans la mise à jour de la liste électorale, le fichier ne sera pas acceptable.
Alors, est-ce qu'avec la fin de la grève des administrateurs civils, cette révision des listes électorales a démarré, M. Sango? Avez-vous des informations sur ça? Pas du tout, il n'y a pas il n'y a rien. Il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a pas eu de révision ordinaire. Je parle de révision ordinaire. C'est du 1er octobre au 31 décembre et cela est stipulé dans la loi électorale. Comme quoi, chaque année, il faut une révision des listes électorales. Il faut pouvoir intégrer dans la liste électorale les nouveaux majeurs, ceux qui ont 18 ans, et il faut radier les personnes décédées. Parce que ce qui se passe, c'est que notre fichier électoral, automatiquement, les gens sont versés dans le fichier électoral. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des électeurs. C'est des électeurs potentiels. Mais pour être véritablement des électeurs, il faut que les personnes qui ont été reversées dans le fichier électoral puissent faire l'enregistrement au niveau du RAVEC, le recensement vocation d'état civil. Il faut qu'on puisse prendre les photographies faciales et puis les empreintes digitales. Si cela n'est pas fait, on ne peut pas avoir de liste électorale. Et au-delà même de cela, aujourd'hui, le consensus, c'est que l'administration n'organise plus des élections en République du Mali. C'est ça le consensus général qui a été dégagé. Si on peut rappeler depuis 2008 le rapport de Diabo Diawara qui a parlé d'un organe unique de gestion des élections, il faut aller à un organe unique de gestion des élections pour organiser les élections en République du Mali. Parce que quand on se penche sur la crise post-électorale de 2020 et les élections législatives, c'est une crise post-électorale. Donc aujourd'hui, la mission de la transition est très simple. Il faut aller aux réformes politiques, institutionnelles, électorales et organiser des élections. Et dans ce ordre d'idée, il n'est pas possible que le ministère de l'administration territoriale vienne encore s'accaparer l'organisation des élections en République du Mali. Vous parlez de consensus entre qui et qui? Aujourd'hui, il y a des groupes qui se sont, parmi les partis prenants du processus électoral. Le consensus est entre les partis politiques, l'ensemble des partis politiques et les organisations de la société civile. Si je me réfère à octobre 2019, il y a eu des études qui ont été faites sur le processus électoral du Mali, des réformes. Et là, il y a les partis politiques de l'opposition de l'époque, les partis politiques de la majorité de l'époque, ont tous dit qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections. Ça, c'est depuis octobre 2019. En novembre 2019, il y a eu le symposium qui a été organisé par le ministère de Réforme. Et là, la classe politique dans son ensemble a dit qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections. Sans rappeler, depuis 2016, après le communal de 2016, tous les partis politiques ont dit qu'il faut un organe unique de gestion des élections pour la crédibilité des élections en République du Mali. Et le dialogue national inclusif de 2019 a aussi dit qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections. Maintenant, on a vu une crise post-électorale en 2020. Aujourd'hui, il est temps qu'on aille à un organe unique de gestion des élections. Et ça, c'est un consensus entre les principaux acteurs, qui sont les partis politiques, la classe politique dans son ensemble est favorable à cela, et les organisations de la société civile qui opèrent dans le processus électoral, qui observent le processus électoral, sont tous d'accord qu'il faut un organe unique de gestion des élections en République du Mali. Et défaire l'administration territoriale de l'organisation des élections. Si les partis politiques et les organisations de la société civile sont d'accord sur cela, comme vous le dites, est-ce que les autorités de la transition sont favorables envers cet organe de gestion des élections? Bon, on voudrait que les autorités de la transition comprennent qu'ils sont venus trouver le Mali démocratique avant le 18 août. Et ce Mali démocratique-là, comme Sango a rappelé les différentes étapes, pratiquement a exigé, et c'est son option fondamentale, il faut aller à un organe unique de gestion. Et ça a été sacralisé avec le dialogue national inclusif. Donc, et même eux, là, quand ils ont pris le pouvoir, dès leur première déclaration de coup d'État, le 18 août, ils ont dit qu'ils vont aller à la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Or, l'une des recommandations phares, c'est justement l'organe unique de gestion. Le président de la transition, quand il a prêté serment, c'était la même chose. Et quand les émissaires de la junte sont allés au Ghana, la même chose. Nous allons nous conformer aux résolutions du DENI et nous allons aller à un organe unique de gestion. On dit, ben bon Dieu, il faut tenir compte de ce que vous avez dit. La parole compte. Et il faut savoir que c'est l'option de la classe politique, c'est l'option de la société civile qu'il faut aller à un organe unique de gestion en dessaisissant vraiment l'administration de l'organisation des élections. Sont-elles favorables à cela? Mais on voudrait qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas ne pas être favorables à ça parce que c'est l'option et de la majorité et de l'opposition et de la classe, donc de la classe politique et de la société civile avec qui ils vont faire. Il faut que les autorités de la transition comprennent qu'elles ont trouvé un Mali démocratique. Démocratique. Est-ce que vous pensez que ces autorités de la transition sont en train de sortir de la démocratie? Bon, déjà, le coup d'État, c'est sorti de la démocratie, c'est très clair, c'est le coup d'État qui les a amenés. Mais donc, ils reviennent, s'ils veulent le retour du Mali, le retour de notre pays à la démocratie, qu'ils comprennent qu'ils ont trouvé du matériel et des matériaux, eh bien, il faut qu'ils s'en servent pour pouvoir aller à la démocratie et finir avec cette transition le plus tôt possible, c'est-à-dire au plus tard, dans 18 mois. La CENI aussi est-elle favorable à cet organe? En ce qui concerne l'organe unique, ça a été toujours dit, bon, mais la CENI ne fait pas ou ne défait pas l'organe unique.
Mais ce que je peux dire, un organe unique. Tous les partenaires étrangers qui ont passé à la CENI, qui nous ont visités là-bas, de 2017 à maintenant, tous ont souhaité qu'on aille faire un organe unique de gestion des élections. Bon, maintenant, si on prend le cas présent, 2021, pour moi, il peut y avoir 3 scénarios. Le premier scénario, compte tenu du temps et peut-être des moyens actuels, donc si on veut faire, le premier scénario, si on veut faire les élections avec les 3 organes, CNID, administration DGE, pour nous, il va falloir dans ces cas ajouter l'option de contrôle, qui est comme au Sénégal. Parce que la seule différence entre le Mali et le Sénégal, l'administration organise, mais c'est la CENI qui contrôle. Chez nous, la CENI ne contrôle pas, elle supervise. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, ça c'est que la CENI organise tout, mais à titre transitoire. C'est-à-dire que la CENI actuelle, compte tenu de tous ces démembrements qui sont, on a près de 4700, c'est qu'on a déjà le personnel qui est là. Et maintenant, on peut vraiment transférer les pouvoirs de la future cellule ou organe unique. Voilà, le futur organe unique à la CENI pour qu'ils puissent organiser ces élections-là. Ça, que ce soit comme au Burkina. Ça, c'est à titre provisoire. Maintenant, la troisième option, qui va être peut-être la plus difficile à mettre en place, s'il faut vraiment carrément effacer toutes les structures actuelles, mettre un organe unique tout de suite, compte tenu du temps, ça va être difficile. Et puis, il peut y avoir d'autres problèmes, tels que... parce qu'on ne pourra pas quand même faire une CENI en ignorant la classe politique. Et maintenant, avec cette situation de transition, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Les partis politiques sont là. Y a-t-il une société civile? Il y a la société civile. Mais les partis politiques, maintenant, parce que quand on va... c'est après les élections qu'on a une opposition et une majorité. Maintenant, s'il n'y a pas d'élection, si on veut choisir maintenant qui prendre, qui ne pas prendre. Donc ça, c'est la troisième option qui est vraiment difficile. La troisième option est vraiment difficile parce que vous estimez qu'elle consiste à mettre en place un organe qui va s'occuper de l'organisation de toutes ces élections-là. Est-ce que vous craignez une disparition de la CENI? Non, on ne craint pas une disparition. De toute façon, la CENI est là pour une mission. Notre CENI, ce n'est pas une CENI pérenne. Elle est là pour une mission. Et maintenant, si l'État décide qu'on mette fin aux missions de la CENI, il n'y a pas de problème. On va demander à Dr Ibrahim Sango, pensez-vous de ces 3 options qui ont été soulignées par M. Traoré? D'abord, je voudrais rappeler que la transition, sa mission est très claire. Dans la charte de la transition, les missions sont claires. Il faut aller aux réformes politiques, institutionnelles et électorales. Et ce terme d'aller aux réformes électorales, institutionnelles, ne vient pas de nous. C'est parce que déjà, au niveau de la nationale, qu'on l'a rappelé, on dit qu'il faut des réformes pour les prochaines élections, pour la crédibilité des élections. Parce que la pratique des élections a montré qu'aujourd'hui, avec la multiplicité des organes de gestion des élections, comme la CENI, la DG et le ministère de l'administration territoriale, il y a tout le cafouillage. Quand on se réfère à 2020, aux élections législatives de 2020, il y a plus de 60 députés qui se sont dit spoliés par le ministère de l'administration territoriale. Le nombre de députés qui se sont dit spoliés par la Cour constitutionnelle, c'est aux environs de 20. Mais pour le ministère, c'est plus de 60. Donc ça pose un problème. Le problème de crédibilité du ministère de l'administration territoriale. Maintenant, quand on se réfère aussi à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, quand on se réfère à la Commission électorale nationale indépendante, ce qu'on a reproché à la CENI, c'est qu'en 2018 ou bien en 2020, toute la crise post-électorale, la CENI n'a pas dit un mot. La CENI a une mission de suivi et de supervision. On n'a pas de contrôle. Le contrôle n'est pas avec la CENI, mais le suivi, la supervision voudrait que vous donnez des avis, vous faites des rapports, même si des rapports d'étape. Même si dans la loi, on dit que c'est à la fin des élections générales qu'on donne un rapport général. Mais il y a le texte, il y a l'esprit du texte. L'esprit du texte, c'est le suivi et supervision. Il faut donner des avis. Maintenant, nous, on a fait une déclaration au niveau des organisations qui observent le processus électoral pour dire 3 choses.
La première chose, c'est que la cellule qui a été créée par le ministère de l'administration territoriale, en fait, c'est l'organe unique qui est visé. Parce que si on se rappelle du ministère de l'administration territoriale, je voudrais rappeler une décision 2014. En 2014 déjà, le 28 mars 2014, le ministère avait créé une commission au sein du ministère de l'administration territoriale pour réfléchir sur l'organe unique de gestion des élections. Mais là, ils ont dit que ça soit rattaché au ministère de l'administration territoriale. Et c'est cette instance qui a été créée avec la CAP, la cellule d'appui au processus électoral de la transition, pour dire que c'est un organe unique de gestion des élections qui sera au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et quand on va relire les textes, la loi électorale, et la constitution et tout, on va supprimer la CENI, on va supprimer la DG, et là, le ministère sera le seul organisateur des élections. Ça, c'est l'esprit de la décision du ministère de l'administration territoriale. La deuxième chose, c'est que le gouvernement de la transition est déjà positionné pour organiser des élections. Parce que quand vous voyez le décret 2020-095 du 16 octobre 2020, le gouvernement dit que c'est le ministère de l'administration territoriale qui va organiser les élections. C'est clair. Donc déjà, ça veut dire que les autorités de la transition n'ont pas compris, même la charte de la transition, qui a parlé de réforme et d'élections. Ils n'ont pas compris leur propre charte. Ils n'ont pas compris leur propre charte. La troisième chose, c'est le décret 2019-020 du 17 janvier 2019 qui parle des cadres de concertation nationale. Aujourd'hui, les cadres de concertation nationale au niveau du ministère de l'administration territoriale, c'est du flou. C'est flou, parce que ce décret qui a consacré le cadre de concertation nationale parle des partis politiques, mais parle de beaucoup de ministres. Aujourd'hui, le ministre de l'administration seul ne peut pas faire face à la classe politique pour dire qu'ils vont parler des questions électorales du Mali. Et c'est ce qui s'est fait. Monsieur le ministre, c'est ce qui s'est fait. Maintenant, M. Traoré veut répondre. Vous aurez la parole tout à l'heure. M. Traoré veut réagir sur ce... Oui, tout de suite. OK. Oui, je voulais revenir par rapport à la mission de la CENI, aux élections passées, qui dit que la CENI n'a pas pu, avec la proposition, donner un avis. On va le laisser poursuivre. C'est-à-dire que la loi actuelle ne permet pas à la CENI de faire quoi que ce soit. La loi était très claire. C'est en cas de perte de résultats, si les résultats ne sont pas exploitables, ils peuvent faire appel. S'ils ne font pas appel, on ne peut pas aller les donner comme ça. Ils doivent nous faire appel par écrit. Je rappelle que les résultats du ministère de l'administration territoriale ont été chamboulés au premier tour de l'élection des députés en commune 3. Et celle qui était troisième s'est retrouvée première. Parce que la Cour constitutionnelle nous a écrit pour demander, ce n'est pas un bureau, l'ensemble des résultats de la commune 3. Nous avons communiqué l'ensemble des résultats de la commune 3 par bordereau. Maintenant, quand ils ont fait le calcul, ça a chamboulé. Personne n'a fait, comment dirais-je, n'a protesté. Mais par contre, dans beaucoup de circonscriptions litigieuses, la Cour ne nous a pas demandé. C'est clair, ils ne nous ont pas demandé, donc on ne peut pas mener. Mais quand vous dites que la loi ne permet pas à la CENI de faire quoi que ce soit, la CENI ne peut-elle pas superviser? M. Sango disait que la CENI, ce n'est pas son rôle de contrôler, mais est-ce qu'elle ne peut pas superviser et rendre compte aux citoyens lambda? Non, 6 mois après les élections. Non, la CENI supervise toutes les opérations, sauf la Cour constitutionnelle. Toutes les opérations de la révision des listes. Et si on ne lui demande pas, elle ne peut pas rendre compte, c'est ça? Oui, c'est 6 mois après qu'elle fait. 6 mois après les élections. On n'a pas la possibilité. On n'a pas la possibilité selon la loi. On doit se passer de la CENI ou la refondre totalement. Non, mais je pense que la loi électorale a été modifiée seulement en avril 2018, avant les élections. Mais la classe politique, est-ce qu'ils ont accepté que la CENI reste soit confinée dans ce rôle? Rien accepté, ça nous a été imposé. C'est ça. Donc, on va revenir au calendrier toujours par rapport au référendum. Je réagis aux 3 théories. Rapidement. Les 3 thèses que la CENI a développées, nous pouvons souscrire seulement à la première hypothèse, première option, mais pour le référendum, uniquement. Nous disons qu'on est tellement coincé par le temps, on doit pouvoir organiser le référendum, pour nous c'est en mars-avril. Non, on se demande maintenant, c'est tard, peut-être ça va être mai-juin. À ce mois, avec les organes classiques, parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faut qu'il y ait la volonté politique que dès maintenant des études et des dispositions soient prises pour créer l'organe unique. Ils ont pu créer la cellule, comme l'autre l'a dit. C'est une copie pâle de l'organe unique.
dans l'esprit, c'est l'organe unique. Dans tous les cas, l'organe unique, on a des idées très précises là-dessus. On peut commencer à travailler. Et les structures de la CENI, on peut s'en servir. Mais il faut créer l'organe unique pour dessaisir et la CENI, et l'administration, et la DGE. Telle est l'option de la classe politique. Mais pour le référendum, moi je crois qu'on est trop coincé pour organiser, pour créer, mettre en place l'organe unique avant le référendum. Mais il faut donc organiser le référendum avec l'existant, mais après... Si on est trop coincé par rapport à la date indiquée par le gouvernement qui consiste à organiser ce référendum entre le mois d'avril et le mois de juin 2021, est-ce que ça ne va pas être un référendum bâclé? Non, on va travailler à ce qu'il y ait le référendum avec les anciens organes. On sait qui? Non, la classe politique, on se met le consensus. La classe politique peut se mettre d'accord avec la société civile et tous les autres pour dire que non, comme nous tenons à l'organe unique, mais on ne peut pas le mettre en place pour qu'il s'occupe du référendum. Organisons le référendum dans les règles de l'art, comme par le passé, avec peut-être l'option de contrôle de la CENI comme au Sénégal, mais en tout cas organisé avec les organes extérieurs qui existent. Mais justement, comme par le passé, la plupart des élections... Le référendum. Oui, le référendum, les élections qui ont été organisées de façon générale... on peut se mettre plus facilement d'accord sur le référendum parce que ça c'est pour tout le monde. Mais c'est quand c'est la présidentielle ou les législatives, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Donc on met l'organe unique pour pouvoir organiser les élections communales, législatives et présidentielles. Et si on y met, si on a la volonté politique, dès maintenant on s'y met, ça peut marcher. Monsieur Sango, est-ce que c'est pour cela que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir d'élection, que ce soit le référendum, que ce soit les législatives ou la présidentielle, en 2021? Pour nous, on ne peut pas aller au référendum en 2021. Pourquoi? Parce que le référendum, quand on se rappelle toutes les tentatives de référendum en République du Mali, en 2000, en 2012, en 2017, c'est parce qu'il n'y a pas eu de communication autour du texte à changer. Aujourd'hui, vous voulez changer un texte, personne ne connaît le contenu du texte à changer et vous allez aller à des référendums. Au-delà du problème des fichiers électoraux, aujourd'hui, il y a un problème de texte. Quel est le contenu du référendum? Et c'est là, il faut prendre au moins une année pour faire comprendre aux Maliens qu'est-ce qu'on veut changer dans la Constitution du 25 février 1992. Si le travail n'est pas fait, ça veut dire qu'on n'ira pas loin. Il y aura encore un échec. Donc, premier problème pour nous, ça c'est les listes électorales qui n'existent pas. Le fichier n'a pas été mis à jour. Deuxième problème, c'est que le contenu du référendum n'est pas connu. Et troisième problème, ça c'est le cadre de concertation nationale dont on parle au niveau du ministère de l'administration territoriale. J'en ai parlé. Aujourd'hui, le cadre qui existe, on dit, le cadre est présidé par le ministre de l'administration territoriale, comprend le ministre de la Justice, le ministre de l'économie, le ministre de la cohésion sociale, le ministre de la réforme de l'État, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la DGE, etc. Et comprend aussi des organisations de la société civile nommées par le Conseil national de la société civile et le Forum des organisations de la société civile. Ça veut dire que les organisations de la société civile qui opèrent dans le processus électoral et dans la gouvernance sont exclues. Donc c'est ça le code qui existe. Aujourd'hui, pour nous, il faut relire d'abord ce décret 2019 qui parle de cadre de concertation nationale. Parce que ce qui s'est fait avec la classe politique et ce qui s'est fait aujourd'hui aussi avec les organisations de la société civile, ce n'est pas un cadre de concertation nationale. On ne peut pas aller à la télé, inviter les gens ou bien dire venez, on va échanger, alors qu'il n'y a pas un cadre formel entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques, le ministère de l'administration territoriale et les organisations de la société civile pour pouvoir parler des questions électorales, des réformes à venir. Pour nous, c'est un défi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous, on ne peut pas aller au référendum en 2021. 2021, il faut consacrer ça aux réformes, à la relecture des textes et puis à mettre en place un organe unique de gestion des élections qui va prendre les attributions du ministère de l'administration territoriale en tant qu'organisation, les attributions de la CENI, les attributions de la délégation générale aux élections et qui va proclamer les résultats définitifs, que sont les référendums, les élections présidentielles, les élections législatives. Et aussi, cet organe unique sera mis en place et il sera indépendant, comme à l'image du bureau du vérificateur général, rattaché à personne. Parce que quand on rattache à quelqu'un... Or, aujourd'hui, ce qu'on voit sur la scène, c'est qu'il y a des nominations de militaires partout. Et ce n'est pas gratuit. Il y a une militarisation de l'État. Une militarisation de l'État. C'est pour pouvoir contrôler les élections. Alors qu'aujourd'hui, le consensus est qu'il faut sortir de ça. Il faut que le ministère de l'administration territoriale s'occupe de son territoire, mais le processus électoral qui se soit confié à un organe indépendant, unique et indépendant de gestion des élections en République du Mali. C'est ça le défi. Avec ces raisons évoquées par M. Sango, est-ce que vous pensez toujours que ce référendum peut être organisé en 2021? Et je pense que ça peut être organisé, mais tout dépend de la volonté de la classe politique. Tout dépend de la classe politique. Mais là, il s'agit également de la population, du citoyen lambda qui devrait plutôt prendre connaissance du contenu de ce document. Là, je suis vraiment d'accord avec lui parce que c'est ce qui arrive à beaucoup de nos textes, que ce soit la loi électorale, que ce soit le code de la famille.
les textes ne sont pas expliqués. Non, c'est les... Ce ne sont pas expliqués. Alors qu'il faut qu'on a les médias, il faut que les gens puissent s'approprier les textes et venir faire des débats à la télé pour dire quel article va changer, qu'est-ce qu'on va mettre. Et je rappelle que nous avons invité le ministère de l'administration territoriale à ce débat, mais nos tentatives sont restées vaines. C'est pas surprenant. Avec tout en tous les cas, il faut que les textes, pour qu'on puisse aller au référendum, que les textes soient largement diffusés, soient largement discutés, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'on va changer. Et parlant des textes, en rebondissant un peu sur les derniers propos de M. Sango, je crois que c'est des propos de bon sens. Donc vous revenez sur votre position en ce qui concerne l'organisation des élections en 2021. C'est souhaitable, mais c'est très difficile. Très difficile d'organiser des élections en 2021. C'est comme si, moi je vais parler comme si le texte est déjà adopté. Alors qu'en réalité, on ne connaît pas le contenu du texte. Quelle est la position des autorités sur l'histoire du Sénat? Est-ce que le Sénat, tout le monde, ou bien il y a une partie qui est nommée par le président de la République, etc. C'est totalement compliqué. Donc, en réalité, le texte du référendum, on ne l'a pas. Donc, théoriser sur avril, mai ou juin, Est-ce que ça veut dire que les partis politiques sont en train aussi de passer à côté? Est-ce qu'ils sont en train de jouer le rôle de sensibilisation, d'implication de la population à ce processus? Ah oui, nous avons dit qu'il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas aller au référendum, aux réformes politiques sans les partis politiques. Et c'est pourquoi nous disons à la junte de ne pas continuer à mettre une croix sur la classe politique, parce que ça ne peut pas marcher. Sans les partis politiques, sans le citoyen lambda, est-ce qu'on Oui, on reprend. Est-ce que justement vous êtes en train de sensibiliser ce citoyen lambda? Ça c'est notre travail quotidien. Comme la société civile, ceux qui s'impliquent dans l'organisation des élections, etc., on sensibilise. Pourquoi M. Traoré disait donc tout de suite qu'on a l'impression que tout le temps, les populations, le citoyen lambda n'est pas... Ça, ce n'est pas que les partis politiques. Oui, ça, c'est une différence de l'État. Parce que tous nos trucs sont en français et 10% parlent français et 5% seulement comprennent français. Donc c'est compliqué. Mais les partis politiques ne sont-ils pas engagés à sensibiliser? On fait de notre mieux, mais c'est compliqué. Vous avez tous ces textes-là, quand tu veux traduire en marathon, même tu sais que tu passes à côté. Est-ce que la société civile aussi joue son rôle dans ce sens, dans la sensibilisation? Elle fait de son mieux, mais son porte-parole est là. Qui ne fait pas de son mieux alors? J'ai dit non. Entre nous, nous faisons de notre mieux. Les partis politiques, voilà, vous dites qu'ils font de leur mieux. La société civile également fait de son mieux. Alors qui ne fait pas de son mieux? L'État est généralement défaillant. Monsieur Traoré, qui ne fait pas de son mieux? Je pense qu'il appartient à l'État vraiment de faire une diffusion large des textes. Ouais. Il ne suffit pas seulement de traduire en 2 ou 3 langues, en plusieurs langues, ce n'est pas suffisant. Mais sur les réformes, sur la Constitution, peut-être qu'il y a quelques articles qui seront changés. Maintenant, faire le zoom sur ces articles qui doivent être changés. Ah, ça c'est autre chose. Ça donc, c'est à minima. À minima. C'est-à-dire parler de la cour de comptes, parler de... C'est ça, c'est-à-dire que l'État a volonté, la télé nationale et la radio, c'est-à-dire qu'expliquer aux gens qu'est-ce qui va changer, c'est ça le plus important. Mais ce qui est sûr, on parle d'organe unique. Je l'ai dit, on ne peut pas ignorer la classe politique. Si on met un organe unique qui n'est pas consensuel, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Avec les différentes nominations, M. Sango craint une militarisation de l'État, que les autorités de la transition veulent contrôler ce processus électoral. Est-ce que vous craignez la même chose, M. Traoré? Bon, a priori, je ne peux pas dire qu'ils veulent contrôler, parce que si à l'organe unique ne va pas dépendre du gouverneur ou bien du préfet. Mais à ce stade, ils ont déjà annoncé certaines nouvelles, notamment le calendrier, puisque M. Sango disait que ce n'est pas au ministère, au gouvernement de définir ces dates. Non, bon, jusque-là, comme il revient à eux de faire la loi actuelle. Je ne sais pas si on change, mais la loi actuelle, l'organisation revient à l'administration. Voilà. Et l'administration est militarisée, c'est ce qu'il dit. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? L'administration, ils doivent vraiment ils doivent collaborer avec la classe politique. Parce que, en fait, la classe politique est au début à la fin. Tout se fait pour ça. Et on ne peut pas parler de démocratie sans parler de la classe politique. Sans parti politique. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, ces élections couplées, présidentielles et législatives, pourront avoir lieu au premier trimestre en 2022, comme l'a annoncé le ministère? Tout va dépendre de ce qu'on va mettre comme organisation. C'est-à-dire que s'il y a la volonté politique et que l'administration et le gouvernement se mettent d'accord avec la classe politique, on peut tout faire. Mais sans cette concentration-là,
ça risque d'être un échec. Peut-on avoir une élection présidentielle et des élections législatives au premier trimestre 2022, comme l'a annoncé le gouvernement, Dr Ibrahima Sango? En tout cas, pour nous, on peut avoir toutes les élections au premier trimestre 2022. Parce qu'en fait, il y a 7 élections qui sont prévues. Contrairement à ce que le ministère dit, 6 élections. Il y a le référendum, il y a l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections communales, les élections des conseils de cercle, les élections des conseils régionaux, et puis les élections sénatoriales ou du Haut Conseil des collectivités. Pour dire que le mandat du Haut Conseil des collectivités est fini depuis 2012, ça n'a pas été renouvelé. Le mandat des conseils de cercle, c'est fini depuis 2014. Le mandat des conseils régionaux, c'est fini depuis 2014. Le mandat des conseils communaux finira en 2021. Est-ce que vous pensez que c'est les autorités de la transition pourront organiser toutes ces élections-là? Mais on doit revenir dans la Constitution, dans la gouvernance, dans la République, dans la démocratie. Si on doit revenir, il faut doter les organes de mandats légitimes et légaux. C'est ça le défi. Et pour dire que les autorités de la transition ne sont pas en train de percevoir bien leur mandat qui est stipulé dans la charte de la transition, on dit aller aux réformes électorales, institutionnelles, les réformes politiques. Donc toutes les réformes politiques, ça concerne ça. Parce qu'une démocratie ne peut pas aller avec des mandats qui ne sont ni légitimes ni légaux. Donc il faut pouvoir gérer ce problème-là. Maintenant, si on vient au retard, parce que nous on explique cela par les retards qui sont en train d'être pris par le gouvernement de transition. Déjà quand on se réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport au règlement intérieur du Conseil national de transition, la Cour constitutionnelle a clairement dit que le mandat de la transition c'est 18 mois. Et ça veut dire que pour le Conseil national de transition, il ne reste que 15 mois. Il faut qu'ils comprennent bien cela. C'est dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour dire aussi, parce qu'ils veulent souvent jouer avec les textes et tout, et quand on voit la charte de la transition, l'article 21 dit qu'on peut, l'initiative de la révision de la présente charte appartient au président de la République, au tiers des membres du Conseil national de transition. Donc ils veulent attendre, faire des glissements pour dire, bon, 18 mois, on avait dit ça dans la charte, c'est peu, mais on va ramener à 36 mois ou bien à 4 ans, à 5 ans, tout ça là. Ça c'est de la charte. Mais déjà, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est là pour dire, attention, dans la charte, on a dit le mandat de la transition, c'est 18 mois. Conformez-vous à cela. Donc ça, c'est un avertissement. C'est pour dire qu'on doit sortir des petits jeux, des petits calculs. Les petits calculs, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà des violations qu'on a constatées par rapport aux autorités de la transition. Des violations de la loi. De la violation de la loi. Je peux citer quelques violations. Allez-y. Le décret qui a nommé un préfet militaire à Nyono, c'est une violation de la loi. Parce que la loi dit un préfet, un sous-préfet, c'est uniquement des administrateurs civils. Ça, c'est clair dans la loi. Maintenant, la loi a été violée par les autorités de la transition. La deuxième violation, c'est le décret de la liste de la transition. Le décret qui a publié la liste de la transition. Mais c'est en violation du décret qui organise les structures qui doivent être membres du Conseil national de la transition. Ça, c'est une violation. Et là, on interpelle aussi les partis politiques. Ne vous taisez pas là-dessus. On ne sait pas. Parce que c'est des violations. Si on a combattu... Si les gens ont combattu le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est à cause des violations de la loi. Un président, vous ne pouvez pas prêter serment devant Dieu et les hommes. Laissez-le poursuivre, je vous donne la parole. Pour nous, un président, vous ne pouvez pas prêter serment devant Dieu et les hommes de faire respecter la constitution de la loi et vous amuser à violer la loi. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui ont été Est-ce que vous dénoncez ces violations? Ah oui, non, on l'a dénoncé. On a dénoncé le décret pour dire que c'est leur propre décret. On ne parle même pas des décrets démocratiques qu'on avait pris, mais les décrets que la junte même a pris. Ce propre décret, ils l'ont violé avec 2 exemples précis. Les journalistes, on dit, on prend 4 parmi les journalistes, mais vous nous avez 8 CV. La presse a envoyé 8 CV en bonne et due forme. La junte a pris 2. La société civile, c'est pire. On veut prendre 9, envoyez-moi 18 noms. On envoie 18 noms et 18 CV. Ils n'en prennent pas un seul. Mais c'est plus que la violation, c'est-à-dire qu'ils se foutent des gens. C'est totalement inadmissible. Nous avons dénoncé, nous continuons à dénoncer. On ne peut pas accuser la classe. Il ne reste plus que 15 mois à rappeler Dr Ibrahima Sango, c'est-à-dire que toutes ces élections-là doivent être organisées d'ici mars 2022. Ce n'est pas possible, surtout que, alors que le dialogue national a dit qu'il faut surseoir au découpage administratif et électoral, eux, ils reviennent à fond pour que les nouvelles régions, ils vont travailler à ce que les nouvelles régions et leurs différentes circonscriptions électorales qui vont participer aux élections du 21. Ce n'est pas possible. Donc, le petit jeu dont vous avez parlé là, il faut bien craindre qu'ils ne soient en train de penser au glissement et là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Est-ce que les partis politiques, la société civile sont de taille pour empêcher ce glissement dont vous parlez? Les partis politiques et la société civile, mais personne ne peut les battre.
personne ne peut les vaincre. Personne ne peut les intimider. Et nous nous assumerons en tant qu'acteurs de la révolution du 26 mars. On a fait des conquêtes démocratiques. Au prix de notre vie, on va travailler à conserver cela et à renforcer. Rassurez-vous. Est-ce des mots ou est-ce qu'on peut s'attendre à des actes? Vous savez très bien. Ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Est-ce que vous êtes convaincu, vous, M. Traoré? Convaincu de quoi? Par ce qu'il vient de dire, les partis politiques, la société civile, personne ne peut les battre et que les Maliens se rassurent qu'ils vont mettre tout en œuvre pour que les autorités de la transition, je vais utiliser leur terme, ne procèdent pas à un glissement. Moi, je vais me répéter. C'est-à-dire que pour moi, le consensus là est plus que nécessaire. La classe politique, comme je l'ai dit, c'est au début et à la fin de tout processus. Parce que ce processus-là, ça va se terminer par la mise en place des organes légitimes démocratiques. Est-ce que cette élection qui ont été soulevées par M. Sango peuvent être organisées d'ici fin mars 2022? À ce rythme-là, ce n'est pas sûr. Si on se met dès maintenant et qu'il y a vraiment un consensus entre les organes de la transition et la classe politique, c'est possible. Est-ce que l'évolution de la situation à ce stade vous rassure? Non, à ce stade-là, pour le moment, on n'a rien vu. Ce n'est pas rassurant. Rien. On n'a rien vu. Pour les élections qui doivent être organisées pour le deuxième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022, rien n'est vu encore. Non, à ce stade-là, rien n'est vu. Bon. Nous craignons parce que, comme l'a dit Sango au départ, qu'est-ce que vous craignez? La première crainte, ça c'est d'abord la liste électorale. On ne peut pas parler d'élection s'il n'y a pas une liste électorale consensuelle. On n'a pas pu faire la révision là. Le premier travail qu'on doit faire dès demain, ça c'est prendre des mesures pour qu'on puisse terminer. C'est-à-dire qu'en faisant en faisant une révision exceptionnelle. Ça, c'est le BAB, c'est le départ. Tant qu'on n'a pas les listes fiables, tout le discours qu'on va faire là. Donc jusque-là, les autorités de la transition sont dans les discours, pas dans les faits. Bon, je ne dirais pas qu'ils sont totalement dans les faits, mais moi je parle du concret. Et le concret, c'est qu'on a arrêté la révision de liste électorale que la CENI supervisait. Ça a été arrêté. On a écrit au ministre, il est même venu à la CENI pour ça. Nous, on a dit ce qu'on pensait, c'est-à-dire que la loi donne la possibilité de faire une révision exceptionnelle. Et ça, il faut aller dès maintenant. Il a annoncé le mardi passé avec la classe politique. Et comment peut-on s'attendre à des élections réussies dans ces conditions, puisque M. Traoré de la CENI dit que rien n'est fait et qu'il ne voit pas de concret à ce stade? Il n'y a rien de concret. La première leçon qu'on peut retenir de ces 3 mois de d'errement, parce que pour nous, c'est des 3 mois d'errement de ce gouvernement. C'est 3 mois, du 25 septembre, parce qu'il dit dans la charte de la transition, on dit à partir du moment où le président a prêté serment, c'est le 25 septembre. Du 25 septembre aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Alors que le troisième organe de la transition, qui est le Conseil national de transition, doit veiller à l'orientation, au contrôle et évaluation de la feuille de route de la transition. Qui l'a mis en place? Donc, le Conseil national de transition, pour nous, dès janvier, doivent s'atteler à voir qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour la sortie de crise. Parce que le coup d'État, c'est une crise. Maintenant, pour la sortie de crise, la feuille de route a donné des missions. Et parmi les missions les plus importantes, il y a la sécurité. On a besoin des militaires au front. Et Farabougo est là. C'est comme si dire que les chasseurs dans les villages refusent d'assurer la sécurité des villages et veulent être des chefs de village. C'est l'impression qu'on a actuellement. Donc, pour sortir de la crise, on doit aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est quoi? Premièrement, mettre en place un organe unique de gestion des élections. Parce que la décision qui a créé le CAP, là, c'est un texte qu'on peut prendre pour créer un organe unique de gestion des élections. Et après, lui donner des attributions. Donc, pendant une année 2021, cet organe unique va travailler à prendre les prérogatives de la CENI, du ministère de l'administration territoriale, de la DG, et au bout,
au bout d'une année, c'est un organe unique qui sera opérationnel, qui peut organiser les élections au premier trimestre 2022. On est dans les solutions. Aujourd'hui, que faut-il faire pour que ces élections-là puissent être organisées dans le délai indiqué et que ce soit des élections crédibles et transparentes? C'est ce que j'ai dit. Organe unique de gestion des élections, d'abord à mettre en place. Parce que même la révision des listes électorales, tout ça, là, c'est pas le domaine du ministère de l'administration. C'est l'organe unique. Il faut d'abord installer un organe unique de gestion des élections, indépendant avec la classe politique et les organisations de la société civile qui sont dans le processus électoral. C'est clair, c'est net. Donc quand on met en place cet organe unique, c'est cet organe unique qui va travailler pendant une année à faire ces démembrements. Il y a des acquis. La CENI a des acquis. Absolument. La DG a des acquis. Le ministère a des acquis. Donc c'est avec ces acquis qu'on met en place l'organe unique qui va s'occuper désormais des élections en République du Mali. Un organe périn qui va s'occuper du cycle électoral. Avant ce qu'il faut faire, pendant et après. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des élections réussies en République du Mali. Sinon, si on reste dans ce schéma actuel, on organise des élections, après il y aura d'autres coups d'État. Que faut-il que faut-il pour dire que malheureusement, les problèmes que nous sommes en train de poser, la solution au niveau du ministère déjà, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas organiser l'organe unique de gestion des élections parce que le temps imparti ne leur permet pas. Donc, il y aura pas officiellement, ils l'ont déjà dit à la rencontre avec les partis politiques. On n'est pas d'accord, on a écrit, on va encore écrire, on va se concerter avec la société civile pour dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut revenir à cela. Qu'ils acceptent de s'asseoir avec nous pour parler là. On ne peut pas continuer à fuir le débat tout le temps. Donc il faut d'abord ça. Il faut qu'on s'asseye pour parler. Les schémas dont ils parlent, on ne peut pas avoir le schéma là, sinon on ne s'assoit pas pour parler. En équipe restreinte pour dire non, objectivement c'est possible, voici. Mais ils viennent déjà avec dans la tête que ce n'est pas possible. Il faut que l'administration organise avec leurs fameuses cellules. C'est ça le problème. Est-ce qu'on aura ces élections-là dans le délai indiqué? Est-ce qu'on aura ces futures élections dans le délai indiqué? Il y a beaucoup de risques que ce ne soit pas possible. Il y a beaucoup de risques. Au rythme où on va là, ce n'est pas possible. Et vous assurez que vous ferez tout pour que ça soit possible? On va dire, on va continuer à se battre. Vous savez, la lutte, la vie c'est la lutte. On va se battre. La CENI. La cellule d'appui au processus électoral là, nous la voyons comme une division du ministère de l'administration territoriale. Quelle division? Comme une division, parce que comme même la cellule d'appui au processus électoral a pour mission d'appuyer le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation dans l'opéralisation des circonstances électorales, dans la préparation technique des élections, dans l'organisation matérielle. Bon. Son avis est requis surtout. Non, ce que je veux dire, ça c'est cette cellule-là. En l'état actuel des choses, ne peut pas remplacer une CENI qui a été créée par la loi. Et ça, c'est une décision du ministre. Ça ne peut pas remplacer. Il donne des prérogatives qui relèvent d'autres structures qui ne peut pas être remplacer une loi. En tout cas, ce que moi je préconise, en tout cas pour ces élections-là, pour moi, compte tenu, comme eux-mêmes l'ont dit, du temps, pour moi, le premier schéma, c'est ce qui peut être appliqué. C'est-à-dire qu'on continue à titre transitoire, avec les trois organes actuels, mais en renforçant le contrôle par la CENI. Et ça, de plein accord avec la classe politique. C'est la classe politique qui doit quand même être d'accord avec le gouvernement pour dire que ce que la CENI peut faire comme contrôle. Non, la classe politique a dépassé cela en réalité. Faut-il maintenir la date du référendum au deuxième trimestre 2021 ou faut-il reporter ça en 2022? Bon, maintenir le référendum, tout ça, ça va dépendre de la volonté politique du gouvernement de bien faire les choses. Tout dépend de ça. Si dès demain, ils se mettent à discuter avec la classe politique pour avoir vraiment un accord avec la classe politique, on va tout de suite commencer la révision. Même s'il y a cet accord, est-ce que vous pensez que les quelques mois qui restent, 2, 3 mois, 6 mois plus tôt, peuvent permettre aux populations de prendre connaissance du document? Les populations. Non, s'il y a accord, on s'en paie. Parce qu'avec les trois structures actuelles sont déjà forwardées là-dedans. D'accord. Sango, faut-il maintenir cette date ou faut-il reporter? Il faut repousser. Pourquoi? Parce qu'au Mali, les francophones, c'est 17% de la population. Il y a 73% de la population qui ne comprennent pas français. Qui ne comprennent pas, pas français. Donc, il faut
quand on veut changer, quand on veut aller des réformes profondes, c'est pourquoi nous on a dit les réformes, non, on ne peut pas organiser en 2021, il faut aller en 2022. Quand on veut aller des réformes profondes, vous prenez la Constitution, qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer ça. Il faut que tous les Maliens soient au courant de ce qu'on veut changer. Mais ce n'est pas parce que 17% de la population sont d'accord que dans 6 mois on veut aller à des réformes. On va retourner dans ce qu'on a connu. Ces élections pourraient-elles avoir lieu partout au Mali avec le contexte d'insécurité? Ah, bien sûr, pas partout. Ça, c'est hélas. À ce moment-là, c'est encore une fois, si la classe politique joue son rôle, on peut se mettre, on peut imiter le Burkina. Mais nous, objectivement, il y a telle et telle localité où on peut organiser des élections, on fait fi de cela et on organise. Vous pensez aussi que ça ne peut pas se faire sur tout le territoire du Mali? Non, à l'état actuel des choses, tout le monde le sait, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Sango? Ce n'est pas possible. Pour nous, c'est encore une déviation de la tradition parce que pour nous, les militaires doivent s'occuper de la sécurisation du territoire national, la sécurisation de l'ensemble du territoire national, des biens et des personnes, mais ne pas se mettre dans le pouvoir politique. Parce qu'aujourd'hui, on assiste au fait que les militaires sont investis dans le pouvoir politique. Merci beaucoup à nos 3 invités, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire sur les élections et la bonne gouvernance, Amari Traoré, membre de la CENI, et Djigiba Keïta, secrétaire général du Parti pour la Renaissance nationale Parena. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Seydou Ndaou, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.